Bonjour, bienvenue dans le podcast de Croissance Plus. Aujourd'hui, je reçois Anne-Charlotte Fredenucci, présidente du groupe Ametra, un groupe industriel. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Céline. Alors Anne-Charlotte, tu es adhérente de Croissance Plus, tu as même été membre du CODIR de Croissance Plus et tu es à la tête d'un magnifique groupe industriel familial. Je vais te laisser présenter ton parcours. Merci, mais déjà merci pour l'invitation et merci à Croissance Plus pour tout ce que vous faites pour l'entrepreneuriat français. Le groupe Ametra, déjà en un mot, ce que fait mon entreprise, c'est un ingénieriste intégrateur, c'est-à-dire que nous concevons, nous dessinons des produits industriels que nous fabriquons ensuite dans nos ateliers, dans nos usines. Donc nous avons un peu plus de 400 personnes dans nos bureaux d'études qui dessinent des produits mécaniques, électriques, électroniques pour la défense, pour l'aéronautique, pour le nucléaire, pour le ferroviaire, pour le naval, et ensuite un peu plus de 300 personnes dans nos ateliers intègrent, c'est-à-dire assemblent, achètent des composants, assemblent ces équipements pour livrer par exemple les commandes de vol du Rafale à Dassault. Autre exemple de produit, nous concevons et nous assemblons la distribution électrique de véhicules blindés pour protéger les troupes pour le compte de Nexter, notre client. Donc voilà ce que fait Ametra. Nous sommes en France, en Allemagne, en Tunisie, en Inde, et c'est effectivement un groupe familial que j'ai repris. Alors mon parcours avant de rentrer dans ce groupe familial, rien ne me prédestinait à l'industrie puisque j'ai fait une école de commerce, l'ESSEC, ensuite j'ai fait du conseil en stratégie, notamment chez Bain et compagnie. Et puis un jour mon père me dit écoute, qu'est-ce qu'on va faire avec ce groupe familial? Est-ce que tu veux venir il m'a dit précisément venir en reprendre la direction. Donc j'ai dit, ça fait 3 ans que je suis sortie d'école, je suis peut-être un peu jeune, mais après tout, pourquoi pas. Et puis j'étais à peine assise à côté de mon père, j'avais à peine accepté son offre, qui m'a dit, tu fais un bon bras droit. Là, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout pour ça que j'ai signé, il y a arnaque dans l'affaire. Mais voilà, je suis restée pendant 8 ans auprès de mon père, et puis après, je raconterai peut-être la suite, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une question sur le moment critique. Mais voilà, en attendant, comment j'ai rejoint ce groupe familial. Et donc justement, la question qu'on se pose, c'est quel est, parce que tu as un parcours qui finalement n'était pas forcément, qui te destinait pas forcément à reprendre cette entreprise, puisque je sais que ton papa ne considérait pas que tu étais le successeur désigné pour reprendre l'entreprise familiale. Et justement, quel est le jour où tout a basculé dans ton parcours et qui fait qu'aujourd'hui tu es à la tête de ce groupe? Alors avant le jour où tout a basculé, puisque tu faisais un sous-entendu, parce que tu connais mon histoire, effectivement j'ai toujours entendu mon père dire « Ah, j'aimerais bien avoir un fils, j'aurais bien aimé avoir un fils », il le disait quand c'était déjà un peu tard, « J'aurais bien aimé avoir un fils pour reprendre mes entreprises ». Pas de chance, le pauvre n'avait que 2 filles, et au bout d'un moment il s'est dit finalement... ma fille aînée, elle a l'air d'avoir envie d'entreprendre, c'est peut-être pas si mal. Et puis, le jour où j'ai obtenu ma première décoration de l'Ordre du Mérite, il m'a dit « En fait, une fille, c'était mieux ». Voilà, donc comme quoi, après des années et des années d'hésitation, mon père s'est finalement dit que j'étais le successeur naturel, mais ça a pris quelques temps. En tout cas, le jour où tout a basculé, pour moi, c'est pas le jour où je suis venue m'asseoir à côté de mon père pour, soi-disant, reprendre l'entreprise, mais en réalité, être un bon bras droit pendant 8 ans, parce que c'est vrai que j'ai fait ça pendant 8 ans. J'ai mené un certain nombre de projets de modernisation, j'ai mis en place des ERP. Quand je suis arrivée dans le groupe en 2001, il y avait 6 comptables, il y avait des calculatrices, un PC avec un petit modem 56K qui faisait bip bip bip. Vous vous souvenez de cette époque où il fallait faire un numéro pour se connecter à Internet? En théorie, dans les entreprises, c'était bien avant 2001, mais dans la mienne, on y était encore en 2001. Il a fallu des années pour moderniser les systèmes d'information, moderniser les indicateurs de performance, moderniser les modes de rémunération des dirigeants opérationnels. Donc c'est ça que j'ai fait pendant 8 ans. Et le jour où pour moi tout a basculé, parce que je considère que jusqu'à 2009, j'étais toujours pas convaincue que j'allais véritablement reprendre cette entreprise, puisque mon père avait fait un grand pas en arrière après avoir fait un petit pas en avant. Et en 2009, alors que je venais d'avoir mon 3e enfant qui avait 15 jours, j'étais à la maison en train d'allaiter mon bout de chou, mon père vient me voir et me dit le groupe vient de perdre 35% de son carnet de commandes, particulièrement la branche industrielle, la branche qui assemble les équipements. Et mon père me dit il faut vite qu'on dépose le bilan, il faut pas creuser le trou, en plus on est caution personnelle de tous les prêts, vis-à-vis de nos clients c'est pas propre de leur promettre qu'on va livrer des produits alors qu'on va pas y arriver, vis-à-vis de nos salariés autant qu'ils se mettent vite à chercher du travail, donc voilà, on va déposer le bilan tout de suite.
Et là, je suis devenue rouge pivoine. J'ai dit à mon père, mais il n'en est pas question. On a fait une promesse à nos salariés. On leur a dit qu'on allait leur verser un salaire pour faire vivre leur famille. Donc, on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sueur qu'on a dans le corps. Et tu vas voir, donne-moi les rênes. Et si toi, tu sais pas redresser, moi, je vais y arriver. Il y a eu un silence. Il s'est senti un peu bête puisqu'il venait de m'avouer que lui, il ne savait pas faire. Il m'a effectivement donné les rênes en se disant... foutu pour foutu, l'entreprise, avec un peu de chance, on ne sait jamais, ça pourrait peut-être marcher sur un malentendu. Et effectivement, je me suis battue toute l'année 2009. Je suis partie en province, j'ai laissé les 3 enfants à mon mari, qui s'est demandé si lui, alors qu'il était entrepreneur, polytechnicien, n'allait pas arrêter de travailler complètement pour s'occuper des 3 enfants qui avaient à l'époque tous les 3 moins de 4 ans. Finalement, il a continué, mais voilà, c'est dire que ça a été un choix familial lourd. Et l'entreprise qui, dans sa branche fabrication à l'époque, faisait 9 millions de chiffre d'affaires, a perdu 1,2 million en 2009. 2010, on était à l'équilibre. 2011 était déjà la meilleure année que le groupe ait jamais faite. Donc le redressement a été rapide. Et puis depuis, on a fait de la croissance. À l'époque, en 2009, on faisait 20 millions de chiffre d'affaires au total. Et maintenant, on en fait presque 55. Donc au-delà d'un redressement, c'est une histoire de développement et de réussite. Mais ce moment où tout a basculé, pour moi, c'est ce moment-là. C'est le moment où mon père est venu me dire... on va pas y arriver, il faut qu'on dépose le bilan, et où je me suis sentie vraiment devenir entrepreneur. Et qu'est-ce qui, à ce moment-là, fait que tu as envie de relever le challenge ? Je pense que c'est vraiment, dans un premier temps, le sens de la responsabilité. La passion de mon métier, elle est venue un peu plus tard. Je savais que j'avais devant moi 18 mois de douleur, de larmes. Je ne vais pas vous raconter toutes les crises de larmes que j'ai eues le soir toute seule à l'hôtel à Saumur ou planquée derrière un camion sur le parking parce que c'était hyper douloureux pour moi de faire des licenciements. J'ai fait un plan social, je pense que c'est ce que j'ai eu de plus dur à faire de toute ma carrière. Parce que j'avais l'impression de trahir la promesse que j'avais faite aux salariés justement, mais donc dans un premier temps c'est ce sens du devoir. Je me suis dit je ne peux pas abandonner ces équipes, ces personnes qui sont dans le groupe, qui ont fait confiance à mon père, qui ont fait confiance au comité de direction de l'entreprise, qui sont venus nous rejoindre. On leur a dit qu'on allait leur donner un job, et bien on va se battre pour leur donner un job encore et toujours. Et puis après, progressivement, et c'est ce qui m'anime aujourd'hui d'ailleurs, c'est la passion qui est venue, c'est l'amour de l'industrie, l'amour de l'objet technique, l'amour des avions qu'on voit voler au Bourget, avec la fierté de se dire à l'intérieur de l'avion il y a un équipement qui a été dessiné par nos équipes, fabriqué par nos équipes. Ça c'est ce qui me pousse tous les jours, et puis l'amour des équipes qui fabriquent ça, c'est-à-dire voir la passion dans les yeux des gens qui travaillent dans le groupe Ametra quand ils conçoivent et qu'ils assemblent un produit technique. C'est ça qui est passionnant pour moi aujourd'hui. Et je ne peux pas m'empêcher de poser une question un petit peu en aparté, parce que c'est la journée de la femme. Donc tu es une femme entrepreneur à la tête d'une boîte industrielle. Est-ce que tu considères que ton parcours, d'une part, a été plus compliqué parce que tu étais une femme, mais surtout, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme un modèle, une femme inspirante qui peut contribuer à faire venir d'autres femmes dans ce secteur de l'industrie qui est quand même traditionnellement très masculin ? Alors, un modèle, je trouve que c'est un mot très fort pour se l'auto-attribuer. Il faudra demander aux gens qui me connaissent. J'ai pas la réponse à la question. En tout cas, oui, on m'a mis des barrières dans les roues, des bâtons dans les roues. C'est très clair. Ça a commencé par mon père qui, même sans le vouloir et malgré tout l'amour qu'il me portait déjà à l'époque, disait qu'il aurait préféré avoir un fils pour reprendre ses entreprises. C'est une autre génération. Voilà, exactement. Et bon, aujourd'hui, il a changé d'avis et tant mieux. Mais donc, on m'a depuis toujours projeté une image qui disait que ce type d'entreprise, d'environnement n'était pas fait pour moi. Et pourtant, aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais joué à la poupée. J'ai toujours joué aux avions et aux trains et aux voitures. Donc l'objet technique, l'objet mécanique m'a toujours passionnée. Ensuite, j'ai eu des remarques de clients, j'ai eu des remarques de fournisseurs, j'ai eu des remarques, pas de gens dans mon équipe, mais j'ai eu de nombreuses remarques hyper macho sur des salons, des clients qui s'avancent et qui me tendent une carte de visite en disant « Mademoiselle, s'il vous plaît, allez chercher votre patron parce que je le connais, il m'attend, j'ai rendez-vous ».
Alors je lui dis, écoutez monsieur, je ne crois pas. D'abord c'est pas mademoiselle, c'est madame depuis un certain nombre d'années. Et non, je n'irai pas chercher mon patron parce que je n'ai pas de patron en fait. Donc ça crée un blanc en général. Mais voilà, des hommes qui m'ont pris de haut en regardant ma Légion d'honneur, en me disant, mais mademoiselle, comment est-ce que vous avez eu cette décoration Donc je leur dis, écoutez, quand vous irez voir le monsieur là-bas qui a 80 ans et qui porte une rosette avec beaucoup d'élégance et d'allure, et que vous lui demanderez comment est-ce qu'il a eu sa décoration et que vous reviendrez me donner la réponse, je vous répondrai. Voilà, donc des réflexions macho, j'en ai eu, et ça, ce ne sont pas les pires, hein, j'en ai eu à connotation beaucoup plus sexuelle et donc beaucoup plus désagréable. Voilà, donc ça, oui, on m'a créé des difficultés parce que j'étais une femme, mais ce que je tiens à dire, c'est que je considère aujourd'hui qu'être une femme dans mon industrie, une fois qu'on a fait ses preuves et qu'on a démontré son professionnalisme, c'est vraiment une chance. Parce que justement, comme on est différent, comme on est plus différenciante, plus unique que d'autres, ça permet d'avoir des relations privilégiées avec certains clients, ça permet d'être invité dans des tables rondes, dans des forums. Donc je tiens à dire à toutes les jeunes filles qui pourraient écouter ce podcast que dans les milieux dits masculins, les carrières pour les femmes sont encore plus intéressantes qu'ailleurs. Est-ce que tu considères qu'il y a une évolution positive ? Oui, je considère. Au fur et à mesure des années. Oui, je vois une évolution positive, c'est-à-dire que les remarques dont je parlais, les plus désagréables à connotation sexuelle, je pense que personne aujourd'hui n'oserait faire ce type de remarques après le mouvement MeToo, premièrement, mais ça à la limite c'est la caricature du sujet. Voyons le sujet par le côté égalité homme-femme. Je remarque que de plus en plus de clients, de plus en plus de managers à des postes de direction dans l'industrie me disent on a besoin des femmes, on mène des actions pour recruter plus de femmes parce qu'il nous faut de la diversité dans nos codires, parce qu'on a des problèmes de recrutement, on ne peut pas se fermer le recrutement de la moitié de l'humanité alors qu'on se plaint qu'on manque de ressources. Donc je vois la problématique de l'égalité homme-femme prise à bras-le-corps par des gens qui soit sont convaincus pour des raisons éthiques, soit sont convaincus pour des raisons économiques, mais en tout cas sont réellement convaincus que les femmes ont toute leur place dans l'industrie et dans les métiers techniques aujourd'hui. Alors revenons à Metra. Tu sais que chez Croissance Plus, on considère qu'au-delà de la performance économique, l'entrepreneur a une responsabilité environnementale, sociale et sociétale. Quels sont les engagements d'Ametra sur ce plan ? En quoi tu considères qu'Ametra a un impact au-delà de sa performance économique sur son environnement et son écosystème ? Alors, à plusieurs niveaux, Ametra cherche à avoir un impact RSE. D'abord vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses équipes. Depuis toujours, on avait des mutuelles en place. Maintenant, elles sont obligatoires. Les nôtres vont au-delà des obligations légales. On a mis en place un accord de participation dans une de nos entités qui n'atteignait pas les 50 personnes. Maintenant elle les a dépassés, mais on a mis en place cet accord dès la naissance de cette entité. On a un accord d'intéressement dans notre branche d'ingénierie. Dans notre branche de fabrication, on distribue des primes qui sont liées à l'activité pour remercier les salariés pour les fruits de la croissance également. Ça, on cherche on met en place un certain nombre également de mesures. Par exemple, pour le handicap, on a une journée de sensibilisation, pour l'insertion des personnes en situation de handicap. On a une journée dans la branche ingénierie qui va avoir lieu dans quelques semaines où on va diffuser des films en boucle, on va informer les salariés, distribuer des formulaires pour expliquer comment est-ce qu'on peut insérer des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Mais au-delà de ces actions sur la rémunération et sur l'environnement de travail, on estime que la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise doit sortir du strict cadre de la relation de travail. Par exemple, depuis toujours, pour prendre en considération l'ensemble de la vie de nos équipes et pas seulement ce qui sont au travail, on sponsorise leurs activités sportives, mais aussi depuis, je dirais, 6 ou 7 ans maintenant, on sponsorise les associations qui sont soutenues par nos équipes. Donc on fait remonter des différentes régions des suggestions d'associations, la Croix-Rouge, l'UNICEF, etc., des associations que soutiennent nos salariés, et puis ensuite chacun présente son dossier, on vote en comité de direction de façon à distribuer des sommes pour ces associations. Et plus récemment, depuis 1 an à peu près, Ametra s'est saisi également de la question de l'environnement. D'abord
Du côté de l'usine, nous faisons depuis très longtemps des tris sélectifs qui vont au-delà des obligations légales. Et côté ingénierie, nous venons de signer le pacte pour l'environnement du Syntec Ingénierie avec des engagements très forts de limiter les déplacements. On a mis en place un système de visioconférence pour ce faire. On réfléchit actuellement à des primes vélo pour reconsidérer la façon dont les salariés se déplacent pour venir dans l'entreprise. On a également supprimé tout plastique, on a distribué des mugs pour éviter même les cartons, comme ça chacun a la machine à café à son mug. On a mis en place un certain nombre de petites mesures comme ça, des affichettes partout sur la limitation de la consommation d'électricité, de l'eau, etc. Et on va suivre avec le Syntec Ingénierie les différents indicateurs qu'on a mis en place pour vérifier que notre impact environnemental est de plus en plus réduit. Et pour finir sur ces mesures environnementales, on va déployer des formations à l'éco-conception auprès de nos équipes pour que nos ingénieurs fassent la promotion auprès de nos clients de solutions plus favorables pour l'environnement. Oui, y compris une empreinte forte dans ton territoire, puisque l'usine est en région. Donc ça contribue aussi à maintenir la dynamique du territoire, les emplois et l'ensemble de la dynamique territoriale. Alors bien sûr, ça c'est un point qui pour moi est tellement fondamental que je l'ai peut-être oublié, et au-delà de la responsabilité, au-delà de la RSE, pour moi c'est un devoir moral de dirigeant depuis toujours, avant même qu'on parle de RSE. C'est ce qui a fait qu'en 2009 j'ai repris l'entreprise, c'était avant tout pour sauver et puis surtout après développer des emplois sur les territoires. On a aujourd'hui une dizaine de sites en France, y compris à Bourges, à Roanne. On a des équipes dans des territoires qui sont peu industriels. Notre usine est située à Longué-Jumelles, près d'Angers. On est le premier ou le deuxième employeur de la commune. Et c'est pour moi très important de maintenir des emplois dans des territoires qui sinon seraient peu industrialisés. Alors maintenant, Anne-Charlotte, place à la question « What if no limit ?» Si tu avais une baguette magique, quelle est la première chose que tu changerais ? L'environnement. Pour moi, la question environnementale est aujourd'hui vraiment centrale parce que, bien sûr, en tant que femme, je suis particulièrement sensible à la place de la femme dans l'environnement économique, mais si demain l'impact environnemental de nos activités sur la planète est tel que les changements climatiques sont violents, entraînent des migrations, toute notre façon de vivre telle qu'on la connaît aujourd'hui serait remise en cause. Donc je pense que c'est la première priorité pour tout citoyen et particulièrement pour les entrepreneurs qui ont davantage les moyens à travers leur entreprise de faire changer les choses. Je pense que c'est la première priorité. Il faut qu'on consomme autrement. Il faut qu'on entreprenne autrement pour réfléchir à notre impact environnemental. Et dernière question, si tu n'étais pas entrepreneur, Anne-Charlotte, quel métier exercerais-tu ? Alors si je n'avais pas repris l'entreprise familiale, j'aurais créé une entreprise. Je sais, c'est pas tout à fait la réponse à la question, mais j'ai mis des années à arriver à cette conclusion. Je pensais il y a 10 ans que j'étais à la tête de cette entreprise un peu par hasard, un peu parce que mon père m'avait appelé et que par sens moral j'étais venue. Aujourd'hui, je suis absolument convaincue que la seule voie pour moi, c'était d'entreprendre et de créer une entreprise. Merci Anne-Charlotte. Merci. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast de Croissance Plus.